Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui parle de ceux et celles qui font que le théâtre ne serait qu'un grand silence gênant entre deux rideaux rouges. Moi, c'est Cédric Hérault, auteur, metteur en scène depuis bientôt 17 ans, et grand curieux des coulisses. Ici, on ne parle pas que des stars de la scène, mais de tout ce petit monde qui fait briller les projecteurs. Comédiens, auteurs, metteurs en scène, mais aussi directeurs de théâtre, régisseurs, décorateurs, maquilleurs, costumiers, bref, toute la troupe, même ceux qui, en théorie, devraient rester discrets. Coucou les régisseurs lumière qui appuient sur le mauvais bouton. À chaque épisode, je vous propose de découvrir un nouveau portrait de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Car sans eux, avouons-le, le théâtre ressemblerait surtout à une salle vide avec des sièges qui grincent. Alors installez-vous confortablement, éteignez vos ordinateurs portables, oui, on vous voit, et laissez-vous embarquer dans l'univers des théâtreux. Mon invité du jour est un peu le couteau suisse du théâtre. Acteur, auteur, metteur en scène et même formateur. Formé en Belgique, il a conquis la scène française avec des pièces qui font autant réfléchir que vibrer. Son spectacle Mémoire joue avec nos souvenirs comme un magicien avec ses cartes. Et L'étrange génie de Charlie Spiegel mélange rire et émotion comme une recette bien dosée. Bref, un artiste qui ne manque ni d'idées ni de talent et sûrement pas d'énergie. Bienvenue à Christophe Herse. Bonjour Christophe. Bonjour Cédric, merci de m'inviter dans ton podcast. Et merci à toi d'avoir répondu présent à ce 5e épisode. Je suis ravi d'être là, chez toi, dans ce magnifique atelier d'artistes. Ça donne inspiration, je trouve, ce lieu. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'atelier d'artiste de ma femme qui est artiste peintre. Ouais. Et donc tu peux voir des toiles. Je vois des très beaux tableaux autour de moi. Magnifique. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est très calme pour pouvoir écrire. Ouais, j'avoue. Ça donne vraiment envie. C'est très chouette. Déjà, donc pour poser le décor, on est tranquillement chez toi dans ce très, très bel endroit qui donne beaucoup de choses. Vraiment, c'est juste incroyable cet endroit. C'est juste oui, fou, vous êtes entouré d'artistes. On est entouré d'artistes. C'est une maison d'artistes, plusieurs lotissements comme ça dans la région parisienne où c'est des maisons d'artistes, des peintres, des sculpteurs, des céramistes. Et donc on a la chance d'être là. Enfin, c'est pas moi qui ai obtenu cet atelier, c'est ma femme qui peint. Moi, je suis pas doué de mes mains, mais voilà, c'est très agréable d'être là. Non, j'avoue, c'est trop bien. Comme tout le monde le sait, à force d'écouter les magnifiques épisodes de ce podcast, ça se veut sans interruption. Donc du coup, on va espérer qu'il n'y ait personne qui puisse sonner à ta porte. On ne sait jamais. Mais en tout cas, vous aurez donc droit au bruit ambiant comme d'habitude. C'est la force de ce podcast qui se veut nature. Voilà. Est-ce que tu es prêt ? Oui, tout à fait. Alors pour commencer, on va aller au début, comme toute bonne histoire qui démarre. Peux-tu nous dire quelle est ta formation ? Oui, alors comme tu le disais tout à l'heure en introduction, donc moi je viens de Belgique à la base. Je suis arrivé en France à 24 ans, donc le début de ma formation c'était en Belgique. Ok. J'ai commencé le théâtre à 17 ans, à peu près, 16-17 ans, dans une académie. Alors, c'est une académie, c'est l'équivalent d'un conservatoire d'arrondissement, pour ici à Paris. Donc, j'ai suivi des cours pendant 2 ans dans une académie, c'est là que j'ai attrapé le virus du théâtre, entre guillemets. Puis ensuite, j'ai passé l'examen d'entrée au conservatoire royal, du coup, parce que c'est en Belgique, royal de Liège. Magnifique. Magnifique, oui. J'ai été reçu et j'ai passé 1 an. Ok. Voilà. J'ai passé 1 an et je crois que c'était une des années les plus formatrices en théâtre. C'était assez extraordinaire en termes de formation et d'intérêt au niveau des exercices, au niveau du travail sur les personnages. C'était vraiment une très très bonne formation. Par contre, l'atmosphère était un peu pesante, c'est-à-dire que c'était une atmosphère très brechtienne. Voilà, donc il y avait un contexte un peu politique et moi j'ai toujours détesté la politique, j'ai pas aimé trop ça. On est deux. Voilà. C'est très bien, puis en plus à l'heure actuelle la politique c'est un peu compliqué. Donc après la première année j'ai tenté un autre concours d'entrée dans une autre école nationale qui s'appelle l'IAD,
D'accord. l'Institut des arts de diffusion à Louvain-la-Neuve, Ok. en Belgique toujours. Ouais. J'étais reçu aussi. Et là, j'ai travaillé beaucoup l'improvisation, notamment avec Eric de Stark. On voit dans certains films, c'était très intéressant de ce point de vue-là. Et puis rapidement, en fait, j'ai été absorbé par l'un ou l'autre projet, ce qui fait que j'ai laissé un peu tomber. Je voulais pas passer 4 ans sur des études. Je comprends. J'ai eu une première opportunité sympathique d'un metteur en scène qui s'appelle Diego Messina, en Belgique, qui montait une pièce sur la vie de Molière, d'après Bulgakov, et il cherchait son Molière. Moi, j'ai pas hésité, donc j'ai fait mes premières gammes de... Donc direct, tu démarres, ok, Molière, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, ok, trop bien. C'est vrai que c'est assez fou, et puis j'ai pas hésité. C'est-à-dire que je me suis dit, écoute, tu vas pas passer un an de plus à l'école alors qu'on te file une super pièce comme ça. Ouais, carrément. Donc j'ai fait ce Molière, j'ai adoré. Et puis directement après, presque directement après, j'ai enchaîné quelques pièces où les rôles étaient plus petits. Après, j'ai essayé de percer un peu dans le monde professionnel, mais c'était très compliqué. Et je me suis dit, je vais tenter ma chance à Paris. Donc je suis parti à l'âge de 23-24 ans. Ok, donc tu as fait du théâtre en Belgique de quel âge à quel âge? Alors j'ai fait du théâtre en Belgique de 17, donc 2 ans d'académie, le conservatoire, l'IAD, et puis ensuite les pièces, donc grosso modo de 17 à 24. Ok. Voilà. D'accord. Puis je suis arrivé après, voilà, Welcome to Paris. Welcome to Paris, je suis arrivé en France à 24 ans, donc, et j'ai fait le cours qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, le cours Grandval. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te Non, là parle. comme ça, non, ça me parle pas. Un cours dans le 14e arrondissement. C'était sympathique, je t'avoue que j'y ai pas appris grand chose, mais c'était sympathique. Et puis là, il y a eu un basculement. Là, on passe dans quelque chose qui fait partie de mon profil atypique, c'est-à-dire que j'ai eu un problème de santé important. J'ai eu un problème au cœur, grosso modo. Alors pour ceux qui connaissent un peu le domaine, c'est ce qu'on appelle un Wolff-Parkinson-White. C'est une conduction supplémentaire au niveau du cœur, qui fait que quand ça se déclenche, tu es en arythmie, ça te pose pas mal de problèmes. Ça c'est arrivé assez brutalement. J'ai fait des tachycardies, j'ai eu pas mal de soucis à l'âge de 24-25 ans. Ça faisait à peine un an que j'étais à Paris quand ça s'est déclenché. Je me suis dit ça va se calmer. J'ai commencé à faire des petits boulots alimentaires, mais c'était de plus en plus compliqué. Et puis j'ai même failli être opéré à la petite salpêtrière de ce problème-là. D'accord. Et c'était tellement gênant que je me suis dit, le théâtre, il faut que je le mette de côté, là, pour l'instant. Le sport aussi. Donc j'ai un peu tout arrêté et j'ai repris mes études à la fac. Du coup. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon deuxième métier de neuropsychologue. Donc j'ai fait Paris 8. Et puis j'ai terminé à Chambéry parce qu'il faisait la spécialité de neuropsy à Chambéry et pas à Paris 8. D'accord. Donc j'ai fait ça de 28 ans à 34, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à travailler comme neuropsy. Et c'est quand j'ai rencontré ma femme, en 2009, donc, tu vois, il y a eu un petit écart, qui a cet atelier. Quand j'ai rencontré ma femme, elle était dans un cours de théâtre. Et elle m'a dit, écoute, reviens en cours de théâtre, ton cœur ça va mieux, etc. Essaye de revenir au théâtre. Donc je suis revenu au théâtre dans ce cours à Charenton-le-Pont. C'était le studio théâtre de Charenton-le-Pont. Et là, je me suis rendu compte que d'une part, j'avais pas de problème de tachycardie, et d'autre part, que je reprenais le virus du théâtre. J'ai recommencé à jouer un petit peu, on avait monté une compagnie, et quelques années plus tard, je me dis, je vais écrire. Je vais commencer à écrire. J'ai écrit une première pièce qui n'a jamais été montée, qui est un seul en scène assez dense. Quand j'ai eu fini de l'écrire, j'ai eu un groupe d'amis comédiens qui m'ont dit, mais attends, tu vas pas faire un seul en scène tout seul, alors qu'on est 3-4, là, tu vas nous écrire une pièce. Et là, j'ai écrit L'étrange génie de Charlie Spiegel, qui était une fable, qu'on a joué à 16 reprises juste avant le Covid.
Donc après, il y a eu le Covid, ça Ouais. nous a un peu Ouais, ben tous... ça, l'impact de la Covid, voilà, c'était compliqué. il y a eu un impact assez délétère qui a fait que bon, le projet, on s'est dit on va pas le relancer, on a joué 16 fois, etc. Et là, j'ai décidé de mêler mes deux passions, entre guillemets, la neuropsy et le théâtre. Et j'ai écrit Mémoire. D'accord. Mémoire qu'on a joué à 32 reprises, qui a Ah. été vendu à certains théâtres, d'ailleurs. Trop bien. Et là, pour l'instant, on attend, on espère avoir en cours des dates, mais c'est pas certain. D'accord. Et on vient de retravailler, là on a une sortie de résidence d'ailleurs fin de la semaine, de travailler une pièce sur la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un D'accord. diptyque. Après je passerai sans doute à autre chose, mais là Ouais, c'est un diptyque qui Ok. mêle un peu neuropsy, théâtre. Voilà, D'accord. en Trop gros bien. pour le parcours. Super. Et pour terminer cette histoire de cœur, Ouais. j'ai revu mon cardiologue l'année dernière. Ok. Qui m'a dit le faisceau que vous aviez supplémentaire, il est nécrosé. Donc dans cette maladie, c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est-à-dire que plus on avance en âge, moins il y a de problèmes, moins il y a de symptômes. Est-ce qu'on peut dire ton âge Alors là, j'ai 52 ans. D'accord. 52 ans. D'accord. Et donc maintenant, il m'a dit votre cœur, il est mieux qu'à 25 ans. Ah ouais. Donc là, j'ai recommencé à courir. C'est génial. Trop bien. Donc le théâtre, j'y vais. Et comme quoi, tu vois, ça t'a sauvé le théâtre, quoi. Voilà. C'est ça, quoi. Ça sauve la vie de plein de ça et l'amour, parce que du coup, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Ouais, c'est trop bien. T'as commencé un peu à nous spoiler sur des trucs, sur des projets, donc du coup, on en reviendra un petit peu plus loin dans le podcast. Mais du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que t'aimes le plus dans le théâtre ? Bonne question, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est très très large comme question. C'est très large. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que tu préfères ? Alors comme spectateur, j'aime bien vibrer. C'est-à-dire que j'aime bien quand j'ai les poils qui se hérissent et que je suis vraiment pris par ce que je vois, par le jeu des comédiens, par l'histoire, voilà. C'est vraiment ce qui m'intéresse. J'aime bien le rythme aussi. Il y a quelque chose de vraiment très plat, qui est très long, avec beaucoup de silence. C'est pas du tout mon truc. Pourtant, j'ai des sujets assez compliqués, mais j'aime bien qu'il y ait du rythme. Dans le jeu, j'aime beaucoup l'échange avec les partenaires, l'improvisation. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est l'imprévu. Oui, évidemment. Voilà. Si c'est tout le temps la même réplique, dite de la même manière, c'est pas intéressant. Bien sûr. Et cet amour de l'écriture et de la mise en scène, il est venu tardivement, on va dire, parce que c'est depuis 2017-2018, juste avant le Covid. Et donc il est venu tardivement, et maintenant je peux plus m'en passer. C'est vraiment un truc... T'es un mordu, quoi. Je suis un mordu. Je rentre le soir, je me dis, mais ça, il faut que je l'écrive. Ça, il faut que je fasse une scène avec ça. Complètement. Voilà. Trop bien. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous donner tes références théâtrales ? Que ce soit des noms de comédiens, comédiennes, ou des pièces que tu adores, ou des auteurs, ou... Alors, je vais te dire, mais je suis complètement, mais à fond, un fan de Peter Brook. Oh, ok. Pour moi, Peter Brook, c'est le monstre sacré, quoi. D'accord. Vraiment quelqu'un qui m'inspire, dont j'ai lu un peu tous les livres. J'adore ses idées on travaille d'abord sur le vide, et ensuite on met ce qui est indispensable. Cette idée qu'il faut d'abord une rencontre entre personnages et non pas travailler de son côté et puis amener quelque chose qui ne bougera plus. Voilà, je suis à fond Brook, on va dire ça comme ça. Génial. Ouais. Trop bien, ça. C'est une très belle référence, effectivement. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience significative dans le milieu du théâtre ? Celle qui t'a le plus marqué, vraiment la première qui t'a bouleversé, que ça soit en tant qu'auteur, qu'en tant que comédien, en tant que metteur en scène. Alors je vais t'en dire deux. Okay. Alors pourquoi deux ? Parce qu'il y en a une qui s'est produite en Belgique, qui ne parlera à personne. Bon, pourquoi pas ?
Il y a peut-être des Belges qui nous écoutent. Euh, oui, peut-être, oui, Ouais. tout à fait. C'était une pièce de Evenstadt Mhm. qui raconte l'histoire d'un bouffon qui est sur scène avec un nez de bois Ok. et qui s'en mêle dans son texte. Ouais. Et tu as un moment où le personnage se scinde du comédien Ok. et refuse de continuer à jouer. Ah, c'est trop bien. Donc c'est un seul en scène. Ah, c'est génial. Et ça m'a tellement ébloui. Ah ouais. C'est un truc, je l'ai revu plusieurs fois. Ouais, ouais. Je me dis, mais ça, c'est quand même un truc de folie. Mhm. Vraiment de folie. Et c'était les premières années de théâtre que je faisais, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup Du coup, t'as inspiré. joué ce personnage? Non, pas du tout. Ah, ok. Mais T'as été spectateur. spectateur. Voilà. D'accord, ok. Mais Moi, l'idée, c'est d'avoir ta première expérience à toi. C'est-à-dire que en tant que... pas en tant que spectateur, plutôt en tant que professionnel du théâtre. Ou même amateur au début. Le Molière, Ah oui. dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ouais. En plus, c'était le Molière de Bulgakov, c'est-à-dire que c'est le Molière Mhm. qui est adolescent au début Ouais. et qui meurt sur scène à la fin. Ouais, oui, c'est ça. Tu peux pas avoir mieux. Ouais. C'est-à-dire que même à l'heure actuelle, Mhm. alors je vais pas dire, je joue pas dans mes pièces, donc c'est plus compliqué, mais même Ok. à l'heure actuelle, comment tu vas avoir un rôle Ouais. aussi génial? Mhm. Ouais, c'est Molière, quoi. C'est Molière, Ah qui oui. parcourt toute sa vie. Ouais. Tu vois ce film d'Ariane Nouchkine sur Molière, là, La vie de Mhm. Molière, qui dure Oui. 4 heures. Oui. Ça reprend, pareil, ça reprend toute l'histoire. Donc j'avais un peu l'impression d'être le Philippe Ouais. Cobert Trop bien. local. Ah ouais, c'est Tu génial. vois, et voilà, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ouais. Ouais. Et du coup, la deuxième expérience? Alors là, c'était comme spectateur. Ouais. aussi. C'est ce que... Ah oui, d'accord. Et là, c'était Les Chatouilles. Je sais pas si tu l'as vu. Non. D'Andrea Bescon. Non, non. Donc Raconte-moi. Les Chatouilles, c'est une histoire, elle a sorti un film après au cinéma, donc c'est une histoire, sa propre histoire biographique, traumatique, Mhm. où elle a été, elle a eu des attouchements de la D'accord. part d'une personne proche Ok. de sa famille, D'accord. alors qu'elle était danseuse, enfin elle est devenue danseuse, Mhm. et elle raconte ça dans un seul en scène que j'ai trouvé mais extraordinaire. Ah. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a repris là. Ah ouais? Oui, je crois qu'on D'accord. peut aller le voir. Sur Paris, tu sais? Sur ou- Paris, oui. Ok, d'accord. Tu tapes Les Chatouilles et puis tu vas tomber Ok, dessus tout de d'accord. suite. Et C'est franchement. vrai que le titre peut dire quelque chose. Oui, mais il y a un film aussi. Ah oui, c'est... Elle a fait un film. Ouais. Ok, trop bien. Et vraiment, là aussi, les poils Ouais. extraordinaires. Mais ton expérience, toi, de scène, c'est le fait d'avoir joué le rôle de Molière. La plus grosse expérience, Celle qui t'a vraiment le marqué. celle qui m'a marqué le plus, oui, Ouais. c'est ça. C'est ça. Ouais, trop bien. Ouais. Trop bien, trop bien. Ouais, c'est vrai que t'as quand même commencé très haut, quoi. C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'après, quand on te propose des rôles un peu, je dis, bah non, mais attendez, moi j'ai été Molière. C'était local en même temps. Hein. Ça a Ouais, pas ouais. été, Non, mais c'est déjà- C'était c'est pas dans génial. Télérama, mais Ouais. bon, c'était vraiment une expérience Trop bien. extraordinaire. Ouais. Trop bien, trop bien. Et du coup, parmi les différents projets dans lesquels tu as pu travailler, quel est celui qui t'a marqué le plus et pourquoi? En dehors du coup du fait d'avoir joué le rôle de Molière. Est-ce qu'il y a vraiment... t'as Alors, fait des pièces, donc tu as oui, participé à donc, pas mal de... on va basculer peut-être sur la mise en scène. Mhm. Alors, pour prendre un aspect un peu négatif, dans la première pièce que j'ai montée, Ouais. Le Transgénie de Charlie Spiegel, Ouais, je jouais aussi dedans. d'accord. Jamais plus. Ah. Je sais pas si toi tu le fais. Non, moi je suis pas comédien. Voilà. Et tant mieux, parce que c'est un, mais- c'est un autre métier. Oui, c'est un autre métier, mais quand tu es sur scène et metteur en scène en plus, c'est Ouais. à s'arracher les cheveux. Ouais, j'avoue, ouais. C'est, donc Ça doit être ça, quelque chose. Ouais. plus jamais. Alors je joue de temps en temps, là on a fait une sortie de résidence, Ouais. de la pièce que je suis en train de montrer, dans la première sortie de résidence, Ok. il y avait un des comédiens qui n'était pas là. Ok. Donc Ouais, je l'ai du coup, remplacé. bah oui, ouais, du Voilà. coup, t'as pu remplacer. Donc là je le remplace. Mais c'est vraiment dans ce cadre-là. Ouais, je C'est-à-dire comprends. que là maintenant j'ai envie de mettre mon énergie sur l'écriture, la mise en scène, Hmm. et puis jouer c'est pour me faire plaisir. Ouais. Mais être dans le projet, dans Les deux en même temps, c'est du côté- compliqué. Hein. c'est C'est très compliqué parce que, or, ça va si t'es un seul en scène, ça va. T'as pas les autres comédiens à gérer. Mais en tant que metteur en scène, si toi tu veux, évidemment, c'est normal, tu veux que la pièce soit parfaite, etc. Et que tu vois qu'il y a des erreurs en direct live et que tu peux rien faire parce que c'est justement du direct. Et que toi, du coup, tu dis, mais
Exactement. C'est compliqué, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'ai des personnes avec qui j'ai travaillé qui m'ont dit, mais pourquoi t'interprètes pas le rôle, c'est tellement toi, ou voilà, sur des trucs. Et j'ai fait, mais en fait, non, je veux pas. D'abord, c'est un vrai métier, j'ai pas la formation d'être comédien, j'ai un problème de mémoire, je l'avoue, c'est pas la première fois que je le dis. Euh, voilà, je le travaille à titre perso, ma mémoire, mais c'est un autre métier, quoi. J'ai pas de formation, j'ai pas de... Voilà, je suis formé par moi-même, en tout cas, voilà, moi, ça fait un petit bout de temps que je fais ça, et puis j'adore l'écriture, j'adore la mise en scène. Là, maintenant, avec ce podcast, c'est encore une autre corde à mon arc, comme on peut dire, mais voilà, c'est... Comédien, c'est un vrai métier, c'est pas... Voilà, et ça, voilà, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, mais je comprends le fait que tu aies besoin de distinguer les différentes casquettes. Oui. C'est important. C'est important. Je ne tenterai plus l'expérience, mais j'aime bien jouer, j'adore. Ouais, j'adore. bien sûr, c'est génial, mais... Pas comme metteur en scène en même temps. Ouais, t'as bien raison. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a tout changé dans ta vie artistique? Bonne question. Merci. Il y en a eu plusieurs. On va être très honnête, il y en a eu plusieurs. Je t'en prie. Le Diego Messina, déjà, Ouais. de toute façon, puisque lui, il m'a permis d'avoir ce Molière. Je vais citer Sylvie Deschamps, qui est décédée. Ok. Et donc, qui était la prof du studio de Charenton. Ok. Là où j'ai repris le théâtre, Eh oui. puisque c'est elle qui m'a redonné goût, Ouais. quelque part, au théâtre. Ouais. Donc, et Sylvie était quelqu'un de très bien. C'est un bel hommage. Donc, ces deux-là, oui. Ils ont été importants dans Ils ont été importants. Ouais, c'est normal, ouais. Tu m'étonnes. Ta première expérience significative et la personne qui t'a remis sur le droit chemin, si on peut dire ça comme ça, en disant, n'oublie pas, t'es un artiste et tu dois tout donner. Et, Exactement. Et ne rien regretter et avancer, quoi. Ouais, trop bien. Est-ce que tu aurais une anecdote, ou voire même plusieurs, un peu particulière à nous raconter, qui s'est passée sur ou en dehors de scène? Une anecdote sur ou en dehors de scène, en tant que comédien ou en tant que... Alors, ce que tu veux. Alors, j'en ai une. C'est l'avantage d'être multicasquette, tu peux choisir celle que tu veux. J'en ai une qui est qui peut être un peu drôle, c'est une histoire de blague. Là, c'était juste avant de partir pour la France. Je travaillais sur une pièce qui était un peu dans la même époque que Molière d'ailleurs. Une pièce dans laquelle j'avais un petit rôle. Ouais. Et notamment, j'apportais à la main un parchemin à un des comédiens qui devait lire un discours à la fin de la pièce. Ok. Ouais. Et donc, c'était un comédien qui était un peu arrogant et qui était un peu flemmard aussi. Et il disait qu'il ne voulait pas du tout apprendre ce discours-là, parce que de toute façon, il devait le lire. Ah, d'accord. Voilà. Je vois un peu ce qui va se passer. Et à la dernière, ouais. comme on se faisait des blagues. Comme souvent pour les dernières. Souvent, j'ai remplacé le parchemin par un parchemin vide. Aïe, aïe, aïe. Écoute, il était un petit peu surpris, mais il s'en est pas mal tiré. Ah ouais. Enfin, le discours partait un peu dans tous les sens, mais... Trop bien. Mais il s'en est pas mal tiré. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé avec les invités, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit rituel quand même de fin de tournée, j'ai envie de dire, mais pas forcément de tournée, mais en tout cas de programmation, etc. Quand c'est la dernière, tu as envie de te lâcher, quoi. Ouais. Tu te dis, allez, vas-y, c'est bon. Tu vois, c'est la dernière fois qu'on est dans ce théâtre, vas-y, on y va, quoi. Le nombre de fois que, par exemple, quand il y a un comédien qui doit boire quelque chose en direct et que tu remplaces de l'eau par autre chose, c'est un grand classique, mais ça fait tellement rire. Et parce que, en plus, moi, ce que j'adore, je le dis souvent, c'est que en tant que spectateur, j'adore quand il se passe ce genre de choses. Et je pense que je suis pas le seul à aimer ça. C'est-à-dire que c'est génial de se dire, en fait, il y a des blagues entre eux et t'es témoin de ce truc-là en direct. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est... Quand tu le remarques, parce que parfois tu le remarques même pas. Bah oui, bien sûr. Mais quand ça se remarque, c'est encore plus drôle. Tu vois, tu sors en fait du cadre et du truc et je trouve ça extraordinaire.
Ah, c'est trop bien. Mais du coup, du perfectionnement, j'avoue, il fallait oser. Le Oui, texte oui. était long, non? Oui, il était long. C'est pour ça qu'il voulait pas l'apprendre. Ouais. Mais bon, il a dû se débrouiller, mais c'était assez comique parce que tout le monde se marrait. Tout le monde se marrait parce que tout le monde s'est rendu compte, tous les Bien comédiens sûr. étaient là. C'est génial. Et c'était le discours de fin, et Ah tout le monde ouais, s'est ouais. rendu compte qu'en fait, il disait pas du tout le texte. Eh ouais, Tu vois. Donc Ouais. il était obligé d'inventer. extraordinaire. Tu disais plusieurs anecdotes, peut-être t'en as une autre? Alors j'ai une autre anecdote là Ouais. sur Charlie Spiegel, Ouais. mais ça m'a rendu fou, entre Mhm. guillemets. C'était la première de Charlie Spiegel. Ouais. On avait un régisseur. Écoute, je crois que si on me dit ta prochaine pièce est avec lui, je crois que j'arrête. Tu vois Ah ouais. Ah oui, T'arrêtes j'arrête. carrément le métier. Ah, j'arrête. Le Est-ce que gars. tu veux citer son nom ou pas? Parce Non. que- On va éviter. D'accord. Il avait un surnom, il s'appelait Chaussette. C'est tout ce que je peux te dire. Ok, d'accord. Mais le gars, je crois qu'on ne m'a jamais fait ça. Et en plus, j'étais sur scène et en coulisses. Ouais. Il mettait des noirs pendant qu'on parlait. Ok, sympa. Il mettait la lumière, on changeait les décors. Ah ouais. Et puis il y a même un moment, Ouais. on a vu. Alors il a dit oui, j'ai senti qu'il y avait un petit problème au niveau de la régie. console. Bah ouais. Je me suis dit, je la réinitialise. Ah oui, d'accord. Donc il a réinitialisé la console En direct. en direct. Et la console avait un programme de test de tous les spots. Donc tu es en train de jouer. Aïe. Tu es en train de jouer, donc noir, Ah ouais. puis tu as un spot qui s'allume après l'autre. Ah. Tu vois? Et toi, tu es auteur, metteur en scène et Oh sur là scène. là. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ce jour-là, j'aurais eu un fusil. Ah ouais. C'est- Mais quelle idée de vouloir réinitialiser le truc. Écoute, Ah ouais, d'accord, ok. voilà. Bon, chers chaussettes, restez dans votre coin. C'est ça. Donc maintenant, je fais très très attention Ah ouais. à mes régisseurs. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Eh bah dis donc, si toutefois il tombe sur le podcast, Ah bah, ouais. on ne sait jamais, écrivez-moi en privé, on ne sait jamais. Je n'ai pas donné son nom. C'est vrai. Oui, c'est quand même quelque chose. Bon. Est-ce que tu peux me dire ce que tu préfères entre la création, les répétitions, les représentations et les tournées? Je pense que c'est les répétitions que je préfère. Ouais. Les représentations, quand je suis pas sur scène, Mm. alors là, c'est un peu l'envers de la médaille. Ouais. Je crois que je suis plus stressé et j'ai plus ouais. le trac Ouais, j'avoue. comme metteur en scène. Ouais. Et tu connais ça Ah aussi, bah oui, toi. je connais très bien ça. Ouais. Les premières, mais tu Ouais. te manges les mains, quoi. Ouais, tellement. C'est voilà. Tellement. Alors que sur scène, tu as le trac, Ouais. mais une fois que tu l'as passé le trac, c'est bon, c'est fini. Ah, Que metteur en scène, ouais. tu me rejoins là-dessus. Complètement. De la première à la dernière scène, Ouais, t'es stressé de fou. t'es stressé de fou. Bah oui, parce que tu veux que tout se passe bien, c'est la première, c'est le lancement du truc. Exactement. Mais oui, c'est bien sûr. Donc je pense que c'est les répétitions. Ouais, Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les répètes aussi. Je suis assez d'accord avec toi. travailler avec En tant les que metteur en comédiens, scène, j'aime beaucoup. ouais. Ouais. Voir les choses qui arrivent. Ouais. J'aime bien moi les comédiens. Alors c'est un peu, c'est très particulier parce que ça dépend d'un comédien à l'autre, mais moi j'aime bien apporter des directions. J'aime bien dire là maintenant tu vas bouger dans ce sens-là parce que il faut vraiment que ça aille dans le sens du texte, etc. Ouais. Mais j'aime bien aussi qu'ils apportent des choses. Alors, je suis pas le gars Bien qui sûr. va dire bah. ah bah non je t'ai fait tout Tu un prêches un programme. convaincu là. Voilà. Moi je suis pareil. Hein. Donc, Ouais. j'aime bien qu'ils apportent des choses. Ouais. Moi je dis toujours, je ne fais pas partie de ces metteurs en scène ou même ces auteurs qui le texte. Non, moi au contraire. S'il y a quelqu'un qui pour ne citer qu'une seule personne, qui, si tu fourches sur les F, sur les S, tu vois la réplique, t'as compris. Et bah c'est ça. C'est-à-dire que si tu fourches sur un mot, bah tu dis autre chose, mais tant que c'est un même sens, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Tu vois, je veux dire, après, vas-y, tu vois. Et dans la mise en scène, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, dans les répètes, souvent, on part sur des fous rires, parce que moi, j'écris des comédies principalement. Et du coup, bah, il y a un truc qui va nous fou rire pendant les répétitions.
en disant, en fait, on va le tester sur scène, on va voir si ça marche. On regarde, ouais. Si ça nous fait rire, ça peut faire rire à d'autres personnes. Donc, du coup, et c'est ça qui est génial, parce que du coup, tu as la création dans la création. Exactement. Ouais. Ah, je suis assez d'accord avec toi. Mes comédiens me disent souvent, mais ça t'embête si je change cette phrase parce que j'arrive pas à la dire. Je dis, non, change-la. Voilà. Ouais. Je suis pas Shakespeare, j'ai pas envie que le mot c'est ça. soit absolument au bon endroit, au bon moment. Ouais, exactement. Je trouve que c'est plus fluide. Toi, si la personne, elle accroche, que du coup, c'est pas beau. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, tu as le droit aussi de t'être trompé quand tu as écrit le truc. Exactement. Parce qu'au final, moi, je sais qu'au début où j'écrivais, je me rendais pas compte quand j'avais un son répétitif qui se répétait, les te, les que, les pe. Je me rendais pas compte. Et du coup, quand j'ai eu les premiers retours de mes comédiens, j'ai dit, mais en fait, t'as relu ta réplique, là? D'abord, elle fait 10 lignes, et il n'y a que les mêmes sons tout le temps. Que, te, pa. Et j'ai dit, mais en fait, c'est insupportable à prononcer. Donc du coup, je dis, ah ok, d'accord, c'est vrai, putain, j'étais encore jeune à l'époque, j'apprenais sur le tard, et puisque du coup, voilà, j'ai appris avec les comédiens en direct. Et c'est comme ça que, voilà, on améliore le truc, et qu'on tourne les phrases différemment. Je dis, mais en fait, c'est tellement plus fluide, tellement plus agréable pour l'oreille, pour tout le monde. C'est trop bien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, carrément. Est-ce que tu voudrais travailler avec une personne en particulier? Que ce soit un auteur, un metteur en scène, un comédien, un directeur de théâtre, j'en sais rien. Alors les directeurs de théâtre, je dirais oui, c'est sûr que il y a des directeurs de théâtre qui peuvent être vraiment très intéressants, avec lesquels on a envie de travailler. Emmanuel de Marcimotta, par exemple, c'est quelqu'un avec lequel j'aimerais travailler un jour, mais bon, ça c'est fait partie des grands souhaits d'existence. Pourquoi pas. On va dire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup Pauline Bureau aussi. Pauline Bureau, d'ailleurs, j'aimerais bien lui envoyer la pièce sur Alzheimer parce que je pense que comme elle a écrit sur Mon Cœur, tu vois, le Mediator, tout ça, c'est des choses, des sujets de société qui sont très intéressants aussi. Donc Pauline Bureau, oui. Fais-le. Oui. Écris-lui. Oui. Pourquoi pas. On sait jamais. Pourquoi pas. On sait jamais. Faut taper aux portes. Ouais, t'as raison. J'aime beaucoup, d'un point de vue rythmique, Mélodie Mouret. Ouais. J'aimerais beaucoup aussi travailler peut-être avec elle. Et au niveau des comédiens, là je peux pas te répondre parce que je suis tellement content de mes comédiens. Je t'avoue que on a fait, c'est déjà la deuxième pièce où je travaille grosso modo avec les mêmes comédiens. Il y a eu des castings au départ. J'ai rencontré plein de comédiens, de comédiennes, et je sais pas, je les trouve géniaux, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la troupe, comment elle s'appelle, de qui elle est composée, voilà. C'est la compagnie Eden West. D'accord. Alors Eden West, c'est en rapport avec À l'Est d'Eden d'Elia Kazan, qui était un réalisateur des années 50, avec un film extraordinaire avec James Dean, qui a révélé James Dean. D'ailleurs. Et c'était une époque où on était plusieurs à vouloir partir dans l'ouest de la France, la Bretagne notamment, ce qui fait qu'on a pensé tout de suite à l'ouest et de l'ouest, voilà. Bon, je ne sais pas si le nom est très évocateur pour tout le monde, mais c'est celui qu'on a choisi. Au niveau des comédiens, je te dis, au départ, c'était des amis. Il y en a une qui est toujours là, qui est toujours dans la compagnie. Les trois autres ont préféré rester sur quelque chose de plus amateur, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas trop régulier. D'accord. Ils sont très bons, mais qui ne soient pas trop réguliers, notamment des comédiens qui étaient dans Charlie Spiegel, qui faisait le bouffon dans Charlie Spiegel, qui était extraordinaire. Et lui, il a monté une radio. Ah oui. Qui s'appelle Le Village Pop. J'ai fait une petite pub. T'as raison, un peu de pub, ça fait pas de mal. Donc une radio sur Internet, une plateforme Internet, et ça lui prend un temps terrible, parce que t'as une programmation en continu, il est tout seul. Donc le théâtre pour lui, un sacré taf. Voilà, donc théâtre pour lui c'est terminé. Mémoire, donc comme je te disais, on a fait un casting, on a eu vraiment des comédiennes. Alors il y a eu pas mal de changements parce qu'il y a eu des alternances, il y a eu des personnes qui n'étaient pas présentes à telle date, donc il fallait que je retrouve une autre comédienne. Donc il y a quand même un sacré vivier.
2 comédiens qui ont été, pour la majorité d'entre eux, à part ces amis-là, qui ont été choisis par casting. D'accord. Donc simplement sur théâtrecontemporain.com, Bah je oui. mettais une Tout petite se passait annonce. par là. Tout se passe par là. Et puis j'avais des tas de réponses. Et puis des personnes qui venaient auditionner ici, tu vois. D'accord, ouais. Tu sais que c'est ici aussi qu'on fait pas mal de répétitions parce qu'on bouge un peu les meubles et puis il y a de l'espace. C'est un lieu qui est fait pour ça. Hein. Trop bien. Ma femme fait des stages et puis moi je fais des répétitions. Donc voilà, ça sert. Trop bien. Et voilà, donc c'est grosso modo assez une troupe qui est assez unie, entre guillemets, et avec les comédiens sont un peu les mêmes, mais t'en as qui s'ajoutent au fur et à mesure. Vous êtes combien en moyenne? Alors là, actuellement, on est sur une pièce de 5 pour 5 rôles, mais il y en a qui sont en alternance, donc ils sont 7. Ok. C'est déjà un bon groupe. Ah oui, 7 personnes, c'est... Ouais. Faut y aller quand même, hein. 7 personnes, c'est déjà pas mal. Il faut les tenir. Ouais, tu m'étonnes. Moi, je fais que des duos parce que c'est trop compliqué à gérer. Je t'avoue qu'au niveau organisation, c'est pas toujours ça. Ouais, c'est dur. Alors, les plannings, les trucs. C'est ça. Tu parlais d'anecdotes, les doodles avec mes 7 comédiens là. Je me dis, mais attendez. Ma hantise, les doodles. Attendez, on n'est pas dans un exercice d'équilibrage de l'espace là. Ah ouais, non. Hein, comment est-ce que vous faites pour ne jamais être dans la même case? Mais ouais, c'est horrible. C'est vrai, voilà. Mais bon, on y arrive quand même. Mais oui, heureusement. La passion fait que. Puis quand un comédien ou une comédienne tombe amoureux d'un texte, plus rien ne l'arrête. Oui. C'est-à-dire qu'elle fera tout, ou il fera tout pour pouvoir être là et honorer son contrat, entre guillemets. Et je t'avoue que j'ai cette chance d'avoir des comédiens qui adorent mes textes. Donc ça, c'est... Je les remercie. Tout à ton honneur, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un théâtre que tu rêves de jouer un jour ou de faire jouer l'une de tes pièces? Dans un théâtre, tu veux dire? Ah bah oui, c'est mieux. Ouais, dans un théâtre. L'Odéon, peut-être? Ah bah oui, pourquoi pas. Écoute, pourquoi pas? Ouais, carrément. Ok, trop bien. Et pourquoi? Parce que il te parle en particulier ou... Non, il ne me parle pas en particulier, mais c'est un magnifique théâtre. Oui, ça, je suis d'accord. Absolument magnifique. Ouais, j'aimerais bien jouer aussi la cartoucherie. Ce serait quelque chose de super aussi. Ouais. Il y a des beaux théâtres aussi en Belgique. Hein. Il y a très beau théâtre en Belgique. Très beau théâtre en Belgique. J'ai aimé avec une comédienne sur Solène, si tu entends ce podcast. Je t'attends toujours d'ailleurs pour ton épisode. Elle se reconnaîtra. Solène. Quand tu veux. Mais elle fait toujours des stories dans les différents théâtres. Elle joue en Belgique principalement. Et des salles incroyables. Ça donne envie d'y retourner en Belgique. Une salle magnifique. C'est vrai qu'à Paris, on a de la chance d'avoir de très très beaux théâtres. Ouais. Mais nos cousins belges, franchement, ils se défendent. Même en banlieue, là, tu as le théâtre des quartiers d'Ivry, là, il est magnifique aussi. Oui, il y a certains théâtres qui volent le coup d'œil. Ouais, rien que l'architecture en elle-même, des fois, ça vaut le coup d'œil. Je suis assez d'accord. Quel rôle souhaiterais-tu interpréter si on t'en donnait les moyens? Et ouais. Que ce soit un moyen financier ou simplement qu'on te propose le rôle d'une vie, quoi. Par exemple, s'il y a un truc qui te... Le rôle d'une vie. Ouais, s'il y a un rôle que tu adorerais pouvoir faire. Hop là. Alors là, tu me sèches. Ah, d'accord, ok. Oui, parce que plus jeune, je t'aurais dit Shakespeare, Le Roi Lear. Shakespeare revient souvent. Voilà. Mais maintenant, je suis moins attiré par des personnages que j'aurais vraiment envie de jouer. Ouais. Je suis plus attiré par des personnages peut-être complètement atypiques, des choses qui sortent tu vois, de l'ordinaire. Donc des choses
par définition, je les connais pas encore. Ouais, Tu vois. Ah non, c'est intéressant. Si tu me posais la question au cinéma, par exemple, Mhm. je sais pas si tu as vu ce film incroyable Living Las Vegas avec Nicolas Cage. Oui, bien sûr. Tu vois, Oui. ce type de rôle, Ah bah oui, ça complètement. c'est le rôle d'une vie. Ah oui, bien sûr. Nicolas Cage, c'est le seul rôle extraordinaire qu'il ait fait. Tu vois. Bien sûr. Ce type de rôle-là, tu peux pas en rêver, te dire j'aimerais bien jouer ça. Ouais. C'est quelque chose qui faut le créer. tombe dessus. Ben voilà. Faut le créer. Ça te tombe dessus et puis ça t'emporte. Ouais. Je crois que c'est ça que j'attends maintenant. Ah, ok. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais tu sais, il faut des fois ne pas attendre. Il faut créer. J'écris, mais j'écris pour les autres, surtout. C'est très bien aussi. Hein. Ouais, carrément. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait faire le même métier que toi? Alors, on rappelle que tu as plusieurs casquettes. Hein, donc, tu es auteur, metteur en scène, dans le théâtre, principalement. Mais après, on sait que tu as un métier formateur, qui est complètement différent de truc. On en reviendra un petit peu plus tard. Mais est-ce que tu aurais un conseil à donner en rapport avec tes métiers artistiques? Alors, le conseil que j'aurais à donner là maintenant, ce serait qu'il faut y aller. Il ne faut pas attendre. Il faut foncer. Et il faut vraiment faire ça avec, entre guillemets, ses tripes, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de sortir. Tu vois, ne pas trop calculer. On est dans une époque en plus où d'un point de vue culturel, c'est très chaud quand même. Hein. On est vraiment sur un espèce de on peut pas tout dire, trou d'air. Hein, quand même, voilà, on peut plus rire de tout, on peut plus tout dire, c'est compliqué. D'un point de vue budget, c'est catastrophique. Ah bah oui, ça, bien sûr. Donc c'est compliqué, on peut se dire que c'est pas un métier d'avenir, mais c'est pas la question du métier, c'est la question de la passion. Le métier, il faut le créer, tu vois, faut le créer derrière. Et tout bouge assez vite. Donc écrire, si on veut mettre en scène, écrire, monter avec des amis, des gens qu'on connaît, et puis jouer dès que possible. Il y a plein de petits théâtres à Paris. Aussi à Paris, si tu veux monter ta pièce, ton seul en scène, jouer, tu peux. Bien sûr. Il n'y a aucun souci. Et tu as plein de petits théâtres où ton engagement financier, il est très relatif. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y en a juste les bons contacts. Faut juste les bons contacts. Non, pas forcément. C'est-à-dire que si tu fais des petits théâtres, là on va roder notre nouveau spectacle au Darius Milhaud, par exemple. Si tu as un spectacle qui a une certaine qualité, ce type de théâtre, tu peux y aller sans problème. J'avoue. Ça fait partie de tout le groupement de ce qu'on appelle les Cyrano, donc un ensemble de théâtres qui sont très accessibles en co-réalisation. D'accord. Et ça ne demande pas un financement très lourd. Après, si tu veux les Abbesses, si tu veux le Funambule de Montmartre, on a été au Funambule de Montmartre, là, d'un point de vue, c'est autre chose. Il faut vraiment que ton spectacle soit... que les directeurs veuillent ce spectacle. Et puis ensuite, d'un point de vue financier, là, si tu te casses la gueule, tu te casses la gueule. Ouais, j'avoue. Mais jouer, si c'est vraiment le début, c'est ne pas attendre, y aller et créer le plus possible. Ouais, ne jamais s'arrêter, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un bon conseil. Est-ce qu'il y aurait 3 choses que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent, mais qu'ils ignorent sur toi? On a déjà dit pas mal de choses. Hein. Oui, hein. Alors, première chose, j'ai l'ambition de me mettre de manière plus active à la course à pied. Ah ouais, voilà, pour me motiver, je me suis inscrit à un semi-marathon le 6 avril trop bien. À Fontainebleau. Ok. Et si ça continue comme ça, je vais le faire en marchant. C'est un peu ta revanche sur tes problèmes de santé il y a quelques années, non? Oui, il y a cette revanche-là, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je pouvais recommencer à faire du sport sans me préoccuper d'autres difficultés. J'ai recommencé à courir là en septembre et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Ça, c'est important, je pense, de le dire aux gens aussi. Ça rejoint aussi mes deux métiers, c'est-à-dire que d'un point de vue psychologie, neuropsychologie et artistique, le corps, c'est fondamental. Et quand on fait bouger le corps, quand on le fait s'exprimer, on se sent mieux. Là, dans tes podcasts, tu parles souvent du côté thérapeutique du théâtre. Oui, complètement.
Sport et théâtre, c'est pareil. Bien Tu arrives sûr. à mêler les deux, Bien sûr, tu bien sens, sûr. voilà. Ouais. Mais bon, avec la météo qu'on a eue en janvier, Ouais. les résidences que je suis en train de faire là Eh maintenant, ben oui, forcément. je sens que je vais commencer à courir dans 15 jours. Ça Après, va tu être peux chaud. t'inscrire à celui d'après. Non, j'en sais rien. Hein. Bah, je suis inscrit, je vais le faire, même si, Voilà. si je dois courir à 2 à l'heure, je Eh courrai ben, écoute. à 2 à l'heure. Voilà. Donc Doucement, voilà, mais sûrement. exactement. Un autre point peut-être, alors je suis un Belge Mhm. qui réside en Île-de-France, Ouais. Charenton-le-Pont là, Ouais. pour le coup, et qui est en train de devenir breton. Parce que, ok, on d'accord. est en train d'essayer de s'étendre un petit peu sur la Bretagne aussi. Super. On aura une résidence du côté de Morlaix Ah ouais, en sympa. septembre, donc Trop toujours bien. sur cette pièce là qu'on est en train de monter. Ouais. Donc un espèce d'ADN atypique, tu vois, Mmh. belge, J'adore. Trop bien. Trop bien. francilien, breton. Excellent. Un beau mélange. C'est l'heure des questions des followers. Allons-y. Alors, la première question, c'est comment se passe la vie dans une résidence d'artiste et quelles sont les conditions pour y rentrer? Dans une résidence d'artiste, c'est-à-dire une résidence où on accueille le spectacle. Non, une résidence comme ici. Ah, maison Dans des laquelle, artistes. dans la maison des artistes, ouais, pardon. Une résidence d'artistes, maison des artistes. Alors c'est très simple, il suffit d'être artiste Mhm. et de travailler en tant que tel. Ok. C'est-à-dire que ma En femme, tant par qu'intermittent. exemple, en tant qu'intermittent, je ne sais pas. Ça, Ok. c'est parce que le concept des ateliers, c'est que tu aies de la place Ouais. pour faire tes peintures, tes sculptures, tes céramiques, que tu puisses stocker, etc. D'accord, ok. Donc après, tu peux peut-être avoir différentes maisons thématiques. Ça, je ne Ouais. sais pas trop D'accord. s'il y en a d'autres. Mais ici, c'est vraiment les artistes manuels qui vivent de leur sculpture, de leur peinture, etc. D'accord. Moi, je suis la pièce rapportée ici, hein, soyons Oui, clairs. oui, non, mais oui, J'avais oui, bien c'est- compris. Mais tu t'en sers quand même pour, toi, tu le disais tout à l'heure, tu le disais, hein, pour tes Oui, répétitions, oui, pour ton oui. inspiration, ton Ouais, écriture, etc. Parce que c'est, alors, évidemment, c'est du podcast, donc c'est que du son, mais vous le voyez pas, c'est vrai que on est entouré de sculptures, de tableaux, Des de gravures, couleurs, oui, de oui, oui. matières, il y a une très belle hauteur sur plafond, donc du coup, ça va être, Mm. en termes de son, ça va être très intéressant. C'est très très inspirant, quoi. Donc, Ouais. avec des meubles chinés, donc du coup on sent qu'il y a une histoire, il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de vie dans ce Oui. lieu. Bah, Donc, ça fait une douzaine d'années. Et on essaie de, comme tu peux le constater, hein, on essaie de faire en sorte d'avoir un espace au sol Ouais, qui soit le plus libre possible. Et ouais, dès que ma femme fait des stages ou que je fais les répétitions de théâtre, ouais, on bouge les meubles canapés, ouais, ok, on met tout derrière, là, comme ça, d'accord, tu ok, vois, ok, ok. des deux côtés. Ouais, je Ce vois. qui fait qu'on a une scène, mais Et ça fait même, une belle pièce, ouais. bah oui, même les Ouais. petits théâtres à Paris, ils ont quasi pas cette scène-là, tu vois. Ouais, je confirme. Je confirme. Ça, c'est le côté pratique. Ben Parce oui. que c'est vrai que répéter, c'est pas toujours évident Ah non, en termes de lieu. j'avoue, c'est vrai. Mm. Très bien, merci. Peux-tu expliquer ce qu'est la psychologie des personnages au théâtre? Alors, la psychologie des personnages, Quel est ton point de vue sur la psychologie des personnages, en tout cas? Voilà. Alors, mon point de vue sur la psychologie des personnages, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, il y a deux choses qui sont pour moi importantes. C'est le corps, d'abord, c'est-à-dire que la psychologie d'un personnage, c'est quoi? C'est les émotions, Ouais. c'est sa manière d'être et de réagir par rapport au monde. Mhm. Et ça passe déjà beaucoup par le corps, Ouais. d'une part. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en colère, je dis, ressens-le dans ton corps avant de l'exprimer Bien dans sûr, tes mots. bien sûr, Sinon, bien ça ne sûr. passera pas. Ouais. Donc le corps, pour moi, c'est vraiment important. Et puis, c'est une question d'intention. Mm. C'est-à-dire que la colère, vas-y, fais-moi la colère, ça marche pas. Évidemment. C'est pourquoi tu es en colère. Voilà, C'est exactement. vraiment cette intention. Je parlais du conservatoire qui était extraordinaire au tout début du podcast. Ouais. Il y a un exercice que je trouve absolument génial qu'on a appris au conservatoire, Mhm. qui est un exercice qui permet de travailler sur le désir et l'obstacle. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans le théâtre, Ouais. que j'ai appris donc Ouais, quasi ouais, ouais. au tout début et qui Ouais, m'est ouais. resté encore maintenant. C'est-à-dire que si tu veux créer une tension dramatique, il te Ouais. faut deux choses. Mhm. Le désir d'atteindre quelque chose Ouais. et un obstacle qui t'en empêche. Ok. Sachant que l'obstacle,
si on veut vraiment une tension dramatique, plus l'obstacle empêche le désir de se réaliser, plus la tension dramatique elle monte. Bien sûr. Ouais. Donc c'est très simple, c'est-à-dire que tu mets par exemple une chaise sur la scène et tu dis à ton comédien, voilà, tu dois avoir le désir absolu de t'asseoir sur cette chaise parce que tu es épuisé, mais il y a un obstacle qui t'en empêche. Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose qui est sur la chaise, ça peut être une vitre qui t'empêche d'atteindre la chaise, et tu dois être obsédé uniquement par cette envie de t'asseoir sur cette chaise. Et c'est pareil pour la psychologie, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le désir soit frustré, ce qui va te provoquer de la colère, que le désir soit pris par quelqu'un d'autre, ce qui va provoquer de la jalousie, etc. Donc, jouer sur les sentiments, jouer sur les sentiments, quoi. Oui, jouer sur les sentiments, et puis jouer toujours de manière détournée, entre guillemets. La psychologie, c'est quelque chose qui est très indirect. Oui, c'est vrai. Complètement. Très bien. Super. La dernière question des followers, c'est en quoi ton métier de neuropsychologue te sert au théâtre? Les deux se nourrissent l'un l'autre. Alors, bon, forcément, comme j'ai écrit une pièce sur la mémoire, une pièce sur la maladie d'Alzheimer, forcément, le côté neuropsychologue, il me sert énormément. Il me sert à écrire aussi. Ça me permet d'être peut-être plus structuré, plus réel dans ce que j'écris. Et ça m'aide aussi à échanger forcément avec les comédiens. Parce que le neuropsychologue, c'est psychologue spécialisé en neuropsychologie, c'est psychologue à la base. Donc ça me permet de pouvoir discuter avec plein de personnalités différentes et puis d'appréhender chacun de la manière dont c'est le mieux pour que la personne puisse se sentir bien, se sentir en état de création. Quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment deux choses qui se nourrissent mutuellement. Je comprends. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Pour ton analyse, je comprends. Merci d'avoir répondu à ces questions des followers. On va revenir sur ton actualité. Dans quoi pouvons-nous te retrouver en ce moment? Est-ce que tu as une actu théâtre? Tout à fait. Donc on est en train de monter cette pièce qui s'appelle Ça commence, qui traite de la maladie d'Alzheimer. Je te parlais de Pauline Bureau tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai voulu que cette pièce de théâtre soit un reflet de ce qui se passe en EHPAD à l'heure actuelle. Donc on a des scènes d'EHPAD qui sont très réelles, mais en même temps qu'il y a un côté pédagogique et un côté espoir. C'est-à-dire que là on partirait trop loin si je t'expliquais exactement tout ce qu'il y a dans la pièce, mais j'essaie, comme je l'ai fait pour la mémoire, pour la mémoire, en fait, le concept, c'était de remettre en question la mémoire. C'est-à-dire, la mémoire, c'est pas du tout ce que vous pensez. Toute la pièce, c'était ça. Donc, il y avait, d'un point de vue historique, ce qui était la mémoire, etc. Et puis, des petites scènes qui montraient aux spectateurs que non, la mémoire, c'était un souvenir qu'on recréait en permanence, etc. Et ici, mon concept, c'est, mais est-ce que la maladie d'Alzheimer, on en a besoin pour s'occuper des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs? Ce concept-là, il est important pour la médecine, pour la recherche, mais quand on s'occupe des personnes qui sont âgées, qui ont des problèmes de mémoire, qui peuvent être ton grand-père, ta grand-mère, etc., ce qui est important, c'est qu'elles se sentent bien, qu'elles vivent au présent quelque chose qui lui plaise, et qu'elles soient dans un lieu de vie. C'est vrai que l'EHPAD, c'est très compliqué, un lieu de vie où elles se sentent épanouies. Donc cette pièce, elle permet de suivre une petite fille et sa grand-mère, petite fille qui est étudiante à la fac, qui est jouée par Manon Metzger, et puis sa grand-mère qui est jouée par Frédéric Gauthier, qui est extraordinaire aussi. Donc on suit en fil rouge cette petite fille qui accompagne sa grand-mère qui va entrer dans la maladie, et en même temps c'est ponctué de scènes de la vie d'EHPAD pour qu'on montre quelles sont les difficultés et comment on peut les résoudre. Et on pourra découvrir le spectacle, comme je te le disais, au théâtre Darius Milhaud, de septembre à décembre. Trop bien. Donc les vendredis pendant jusqu'à la mi-octobre, et puis les samedis de la mi-octobre jusqu'au début décembre.
Trop bien. Voilà. Super. Et vas mémoire, avoir on attend s'il y a de nouvelles Ouais. dates qui se présentent. Ah, bien. Trop bien. Mais venez. Et d'ailleurs, si vous entendez ce podcast avant vendredi, Mhm. on est en sortie de résidence au Théâtre des Deux Rives à Charenton-le-Pont à 19h. D'accord. Là, ça s'arrête ce vendredi? C'est ça que C'est une sortie de résidence, donc on monte le spectacle Ouais. et on fait une présentation à la fin de chaque résidence. D'accord. Et ça, c'est prévu Vendredi à 19h. ce vendredi. Ce vendredi. Et après, après c'est fini. Après, on la joue au Théâtre Darius Milhaud. Ah oui, d'accord. Ouais. Là, c'est la phase de création. Oui, d'accord, je comprends. Ok, Voilà. ok. Alors, malheureusement, non. La programmation de cet épisode n'est pas pour tout de suite. Je prends un peu d'avance, j'avoue. Mais de toute façon, après, voilà, on pourra aller dans le théâtre officiel, on va dire. C'est ça, exactement. Et pour venir t'applaudir. Super, merci beaucoup. La dernière question, est-ce que tu as des projets artistiques? Alors, tu m'en as parlé un peu en off, mais je ne sais pas si tu veux en parler, et si tu en as d'autres, donc n'hésite pas. Alors, c'est même un problème chez moi. Le souci, c'est de faire des choix. Comme je te disais tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué pour moi de ne pas avoir envie d'écrire, Ouais. de ne pas avoir envie de développer quelque chose. Ma femme me dit souvent, mais attends, tu es en train d'écrire un nouveau projet là, il est 23h du soir dans ton lit, tu es déjà sur 2 projets que tu n'as pas fini. Ah ouais, d'accord. Donc, on est en train de réfléchir et d'écrire une pièce avec une des comédiennes qui joue dans Ça commence, Ouais. sur le syndrome Gilles de la Tourette. Ah oui. Donc, on a ça qui se profile après. Ouais. Je suis en train de réfléchir à une pièce et un roman qui communiqueraient les deux sur la perte de la mémoire d'un point de vue biologique. Wow. Alors ça va te surprendre complètement. Ouais. Mais donc dans mon travail de neuropsychologue, je me rends compte au niveau des articles, au niveau de la recherche, etc., que l'homme devient un peu esclave de la technique, entre guillemets, et ce qui fait qu'il perd une certaine faculté de mémoire. Par exemple, on a vu chez les taxis londoniens, il y a eu des taximens londoniens qui ont été suivis par IRM avant l'arrivée du GPS et après. Et il se trouve qu'il y a des structures dans le cerveau qui perdent en taille. D'accord. Donc comme un muscle, tu dis plus, elles se ramollissent. Toi par exemple, combien de numéros de téléphone est-ce que tu connais par cœur? Sincèrement, 2. Voilà. Ouais. Alors qu'avant, quand tu étais jeune, avant, oui. On était forcé de le faire. Ah bah oui. Mais maintenant, on n'a plus besoin. C'est vrai qu'on se rappelait de tous les numéros fixes de la famille, les amis, etc. Maintenant, bah non, on a tout sur le téléphone. Exactement. Donc on est en train de perdre une faculté qu'on dédie, si tu veux, enfin qu'on alloue à des modules externes, en quelque sorte. Donc, je suis en train de travailler sur un truc où on perdrait la mémoire. Et tu parlais de Shakespeare tout à l'heure. Là, d'un point de vue politique, je réfléchis à monter mesure pour mesure. D'accord. Mais en modifiant, en créant mesure pour des mesures et en l'adaptant au monde politique actuel. Donc tu vois, je suis du taf là. Ouais. Voilà. Eh ben, trop bien. C'est génial. Beaucoup de projets en vue, ça a l'air trop bien. Et c'est toujours en rapport avec ton métier. Pas forcément, le Shakespeare par exemple. Oui, c'est vrai. Shakespeare, c'est la passion, etc. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a quand même ce rapport pour l'instant, avec la santé, avec le... c'est logique. Ça fait partie de toi aussi. C'est ça. Donc c'est normal. On ne peut pas distinguer les différentes casquettes au final. Quand on a 2 passions, on a envie c'est ça, quoi. les on a envie de les fusionner, comme je te comprends. Eh bien, écoute, ça c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Merci, vraiment, c'était d'avoir de m'accueillir dans ce magnifique lieu et d'avoir répondu présent, du coup, à cet appel. J'espère à très très bientôt. Avec plaisir, à très bientôt. Quand ça tu marche. veux. Salut. Et voilà, rideau sur cet épisode des Théâtreux. Si vous avez aimé, partagez, likez
criez-le sur les toits, ou au moins sur vos réseaux sociaux, parce que soyons honnêtes, le bouche-à-oreille, c'est mieux qu'une affiche mal scotchée sur un lampadaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait d'une personnalité du théâtre, avec toujours autant de passion, de coulisses et peut-être même quelques anecdotes croustillantes. Mais ça reste entre nous. Et si l'envie vous prend de passer derrière le micro, écrivez-moi sur Instagram à les.théâtreux.podcast. Promis, je lis et réponds à tous les messages. Allez, je vous laisse avec cette belle phrase de Jules Renard. Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. À très vite!